L'hypnose en endoscopie, la méthode Sequoia adaptée à l'endoscopie digestive. Je pensais que ça allait être introduit par notre ami Fernand Bicari. Ludivine Munier, Nancy. Donc, Madame Ludivine Munier nous va présenter la méthode Sequoia adaptée à l'endoscopie digestive. Bonjour à tous. Donc, la méthode Sequoia adaptée à l'endoscopie digestive. Alors, tout d'abord, la méthode Sequoia, c'est plusieurs choses. C'est un cadre professionnel et sécurisant. La méthode Sequoia, elle a été créée par la professionnelle de santé que je suis. Et même si je suis certaine qu'il y a de très bons thérapeutes qui ne sont pas forcément des professionnels de santé, tous les praticiens Sequoia sont avant tout des professionnels de santé. C'est à mon sens un choix sécurisant tant pour le patient que pour le corps médical, avec qui nous collaborons étroitement, et aussi un choix qui permet de comprendre l'envers du décor, les choix thérapeutiques, l'organisation du parcours et du système de soins. Sequoia, c'est aussi une philosophie de la santé. L'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ces notions de santé et de maladie sont d'un maniement extrêmement délicat du fait de leur imprécision, de par la multiplication des focalisations sur les plans tant physiques, émotionnels et mental que de l'approfondissement de chaque plan. Ces trois plans qui sont parfois dissociés et nous éloignent d'une analyse globale de l'individu et qui aujourd'hui, en rassemblant ces trois plans, physique, émotionnel et mental, je pense que c'est central dans notre expérience et dans les enjeux de santé d'aujourd'hui. Sequoia, c'est aussi un code éthique et bienveillant. Comme vous le savez, le mot éthique vient du grec ethos, qui signifie la manière de vivre. Et donc, Sequoia, c'est très bienveillant. C'est aussi un sens des responsabilités. Entre responsabilité et responsabilisation, tout praticien peut voir sa responsabilité parfois engagée. Et aussi, l'enjeu de la méthode est celle de la responsabilisation du patient. Ce qui renvoie au contraire à cet endroit précis où il n'est pas dépendant du praticien, du thérapeute qui l'accompagne ou d'un système, mais là où il est maître de ses comportements et devient acteur de sa santé. C'est aussi des compétences innovantes et efficaces. Nous utilisons l'hypnose, la programmation neurolinguistique, les thérapies brèves ou systémiques. Et aujourd'hui, appuyées par des études scientifiques et les recherches sur le cerveau, les thérapies complémentaires ne sont pas que théorie, elles sont aussi pratiques. Les outils qu'utilise la méthode permettent d'identifier, d'analyser, de cartographier individuellement comme systémiquement l'humain dans sa structure et de fournir des préconisations de communication et d'orientation sur des thérapeutiques complémentaires. Alors cette méthode, elle orchestre minutieusement les thérapies brèves et accompagne l'humain dans différents domaines comme la santé, qu'on va exposer aujourd'hui, mais aussi on accompagne à travers la performance et les ressources humaines. Sa particularité est donc d'accélérer les processus inconscients par une approche qui est donc aujourd'hui soutenue par une équipe médicale. Alors l'accompagnement de Sequoia, c'est le lien entre les thérapies brèves et le parcours de soins. Alors le début de l'histoire, cette méthode, je l'ai créée en 2016. Après un parcours en oncologie, soins palliatifs à travers la ville et l'hôpital, des formations en thérapie brève, l'hypnose, la programmation neurolinguistique, les thérapies énergétiques, le profilage, des réflexions, un gros travail sur soi, ça commence par soi, et puis l'écriture de la méthode, une expérimentation en cabinet, toujours en collaboration avec les médecins avec lesquels je travaillais déjà avant. Les objectifs de la méthode, une préparation optimale du patient, libérer ses angoisses, lui permettre de prendre conscience de ses ressources, apporter le profil du patient, permettre d'éviter un stress, répondre aux besoins psychologiques et au fonctionnement de ce dernier, pour assurer une prise en charge globale, pluridisciplinaire, efficace et personnalisée. Alors j'ai repris le contexte actuel
qui est le référentiel de la certification des établissements de santé qui a été publié en septembre 2021, il y a 2 mois, par la Haute Autorité de Santé. Et ce référentiel est structuré en 15 objectifs qui sont répartis en 3 chapitres. Le premier sur le patient, le second sur les équipes de soins et puis sur les établissements. Les 4 objectifs majeurs sont le développement de l'engagement des patients, le développement de la culture de l'évaluation et de la pertinence du résultat, le développement du travail d'équipe, moteur d'amélioration des pratiques, et l'adaptation aux évolutions du système de santé. Dans le premier chapitre, sur le patient, ce qui est aujourd'hui un objectif de certification de l'HAS, c'est que le patient soit informé, que son implication soit présente, que le patient soit respecté, que le contexte des proches, des aidants soit associé à la mise en œuvre de ce projet de soins avec l'accord du patient, que les conditions de vie et le lien social soient pris en compte dans le cadre de sa prise en charge. Dans le chapitre 2 sur les équipes de soins, et je les ai détaillés puisque c'est vraiment des objectifs communs avec Sequoia, c'est la pertinence des parcours, des actes et des prescriptions argumentés au sein d'une équipe. Des équipes coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge. Des équipes qui maîtrisent les risques, qui évaluent leurs pratiques et qui font un suivi du résultat clinique de leur patientèle. Et concernant les établissements, nous avons aussi des objectifs communs avec ceux de la Haute Autorité de Santé. L'établissement définit des orientations stratégiques en cohérence avec son territoire, favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement. On va voir plus précisément comment travaille Sequoia sur ce point-là. La gouvernance de l'établissement fait preuve de leadership. L'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences, des professionnels impliqués avec une démarche de qualité de vie au travail. L'établissement dispose d'une réponse opérationnelle adaptée et l'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins. Donc ça, c'était les 3 chapitres sur la certification de l'HAS. Plus précisément, la méthodologie Sequoia, c'est une méthode qui aujourd'hui est déposée et protégée par l'INPI, qui est reconnue par les professionnels de santé avec lesquels nous travaillons depuis 5 ans maintenant. Nous réalisons une étude précise pour chaque établissement et praticien pour un accompagnement sur mesure. Ensuite, on réalise une trame d'entretien qui va être en fonction de l'intervention du praticien, du parcours de soins et la formation et le suivi des équipes à l'utilisation de Sequoia. Alors dans cette analyse, plus précisément, nous faisons donc l'étude systémique plus individuelle. En deuxième partie, le projet conseil qui consiste en l'entretien du patient et l'établissement d'un compte-rendu. Et donc dans la formation et le suivi, la formation théorique et pratique et le suivi hebdomadaire des équipes. Tout d'abord l'analyse. L'étude systémique consiste en une analyse optimale du parcours de soins. Nous allons observer plusieurs choses. Les problématiques, les points forts, le parcours optimal, qui n'est pas toujours celui qui est réalisé, les besoins des équipes, du service, de l'établissement, les sources de stress des équipes, les mécaniques d'information qui sont déjà en place, les fonctionnements structurels, le raisonnement interventionnel, les caractéristiques de communication de l'établissement et des équipes, et le niveau d'intégration de l'équipe et de l'établissement dans la prise en charge. Pour l'étude individuelle, qui consiste en une préparation optimale du patient, nous permettons une libération des angoisses, une définition de ses ressources, la détermination du profil du patient, connaître ses besoins psychologiques, évaluer les manifestations de stress, analyser les mécanismes d'apprentissage, établir ses fonctionnements psychologiques à l'aide des métaprogrammes, notamment en PNL, rechercher le levier motivationnel. Ce matin, on a pu entendre l'entretien motivationnel qui a été décrit par un de vos consoeurs. Le levier motivationnel qui est recherché à ce moment-là vous permet d'avoir un entretien
motivationnel qui est construit et qui est peut-être plus juste. On peut aussi définir et on définit les caractéristiques de communication et on détermine le niveau d'intégration du patient. Alors l'entretien, c'est des outils, donc la PNL, programmation neurolinguistique, l'hypnose, l'analyse transactionnelle, le profilage et différents autres outils de communication qui permettent la mise en évidence des caractéristiques émotionnelles, physiques et mentales du patient. La trame précise est donc une grille d'évaluation qui fait environ 5 pages, qui est méthodologique et labellisée Sequoia. Donc le patient n'a pas du tout l'impression de vivre un entretien et un interrogatoire, c'est quelque chose de très fluide et de très facile à mener pour les équipes comme pour le patient. Et donc l'évaluation, elle travaille avec le praticien sur les suites opératoires et les aspects pouvant conditionner l'intervention sont donc dans cette trame. Ensuite, on réalise un compte-rendu qui est en 2 parties. La première partie va reprendre donc les besoins psychologiques du patient, la réaction au stress probable, le profil d'apprentissage, les canaux de communication du patient. La seconde partie, comment vous y adapter. La manière donc la plus adaptée de communiquer avec votre patient, de comprendre son fonctionnement et de solutionner une éventuelle problématique. Ce compte-rendu est donc transmis au prescripteur, au praticien, ainsi qu'au patient, pour une totale transparence et compréhension de l'intervention des praticiens Sequoia. Et donc là, sur le site donc, de Sequoia, vous avez un espace santé que je vous laisse regarder à travers cette petite vidéo. Donc vous avez l'espace santé sur lequel vous pouvez cliquer avec un tableau de bord sur lequel vous renseignez. Donc là, on a pris l'exemple de Isaac avec un identifiant et un mot de passe qui vous permet donc d'accéder au suivi de vos patients. Donc la liste complète de vos patients que vous pouvez filtrer par établissement si vous intervenez sur plusieurs établissements. Le statut de prise en charge des patients, les comptes rendus qui sont juste à côté. La possibilité de créer un nouveau patient, si vous voulez nous indiquer un patient, vous renseignez les informations et nous sommes alertés pour le prendre en charge. Et donc sur le dossier du patient, la possibilité de renseigner un suivi aussi, et tout le monde est notifié. Et puis donc là, les contrats d'accord de confidentialité et de formation qui sont mis en place. Donc la méthode, c'est aussi la formation. Donc en première partie, nous abordons les besoins psychologiques, les canaux de communication, les métaprogrammes de la PNL et les mécanismes d'apprentissage. Et en seconde partie, il y a un entraînement individuel et collectif avec des cas concrets pour mieux communiquer avec le patient, s'adapter à son fonctionnement et solutionner une éventuelle problématique de stress. Cette formation-là, elle est réalisée en 2 heures. Ensuite, il y a le suivi qui se fait de manière hebdomadaire. Des équipes qui ont été formées en charge des patients pour une utilisation optimale de la méthode et des supports. Donc l'accompagnement Sequoia, on l'a adapté à l'endoscopie grâce à Dr Fassler. Alors j'ai repris la gestion des risques en endoscopie qui a été publiée par Patrick Lévy dans la revue Eagle, qui précise un petit peu le pourquoi l'adapter à l'endoscopie. Et dans ce qu'il avait publié à ce moment-là, l'essentiel du risque, je le cite en médecine, est systémique. La complexité du système de santé y est liée. Les issues de situations imprévues et non prises en compte dans la formation des professionnels. On voit bien vraiment que là, Sequoia a toute son importance. L'intelligence collective de l'équipe médicale dans le cadre d'une fiabilité organisationnelle est un des éléments essentiels. Il convient aussi de considérer non pas seulement l'acte, mais l'ensemble du trajet et l'organisation du soin, privilégiant ainsi la notion d'équipe. Aujourd'hui, la courte durée de la connaissance médicale, qui a une demi-vie évaluée à 5 ans, alors que le cycle de qualité est de 10, ça montre bien que les innovations en matière d'endoscopie et de chirurgie sont extrêmement rapides et qu'il faut nous adapter rapidement. Alors, des enjeux qui deviennent nos objectifs dans la gestion des risques, prendre en compte le réel, accepter le risque lié au patient, qu'on maîtrise un peu mieux avec le compte-rendu et l'adaptation avec Sequoia. Gérer la récupération plus que la prévention. Vous le verrez dans les résultats, l'étude qu'on a pu réaliser permet surtout une continuité et pas seulement un acte à un moment donné. Gérer le parcours plutôt que l'acte. Et gérer aussi 2 éléments contradictoires de manière pragmatique qui sont la qualité et l'innovation. Alors nous avons réalisé un entretien de préparation à l'endoscopie qui était sur mesure par rapport au parcours du patient
à la clinique Pasteur d'Essai à Nancy. Un patient donc engagé, des préconisations de communication pour les équipes du parcours. Nous avons formé les équipes, donc les 2 infirmières d'endoscopie qui travaillent avec Isaac et l'anesthésiste. Un suivi qu'on a fait de manière hebdomadaire, continue, et qui nous a permis de faire évoluer certaines choses aussi dans l'accompagnement. Une communication de l'information claire et adaptée aux patients, sous contrôle donc d'une équipe médicale, de l'établissement et de la société savante qui est le CREG aujourd'hui. Donc à Nancy, avec Dr Farsler et son équipe, nous avons pu réaliser l'accompagnement des patients d'endoscopie, réaliser donc l'étude, le protocole. 18 patients ont pu bénéficier de l'étude individuelle et de l'accompagnement Sequoia. Les comptes rendus ont été utilisés par le praticien, l'équipe d'endoscopie en toute transparence avec le patient. Et l'étude de satisfaction a été réalisée. Donc les résultats. Les patients qu'on a accompagnés avaient déjà eu ce type d'intervention, une endoscopie. Pour 69,2% des cas, ça conditionne la suite que je vais vous exposer. Donc là, on a pu évaluer le niveau de stress avant l'intervention de Sequoia. Et donc sur les 13 réponses, on voit bien que en abscisse, vous avez le niveau de stress qui est donc à 1 qui était quasiment nul et 10 très intense. Donc on est, c'est un petit peu quand même dispatché entre 1 et 9. Et là, on voit le niveau de stress après l'appel de Sequoia qui se réduit et qui vient quasiment totalement en dessous de 5. Et puis le niveau de stress avant l'intervention, on a trouvé important de le mesurer pour surtout montrer l'importance que les équipes de soins soient formées et qu'elles puissent continuer le cheminement et l'intervention de Sequoia. Donc le niveau de stress juste avant l'arrivée à la clinique, on voit bien qu'il remonte un petit peu. Là, on a mesuré l'adaptation des équipes aux patients. On a demandé à tous les patients qui ont été audités s'ils avaient vu la différence entre leur passage d'avant et ce passage-là avec une équipe qui avait été formée. Pour 53,8%, les bienfaits de Sequoia selon les patients, alors pour les plus importants, c'est la détente, la limitation des peurs ou des angoisses, le fait juste de libérer sa parole aussi. Et on retrouve plusieurs fois aussi l'importance pour les équipes de soins. Est-ce qu'ils recommenceraient ? 76,9% oui. La prise en charge de Sequoia leur ont été offertes là pour cet examen. Sequoia, un confort qui attire. Dans l'hypothèse que la clinique, c'est la question qu'on leur a posée, ou l'établissement offre cette prestation, que ça fasse partie de leur parcours de soins, est-ce que ça les influencerait pour choisir l'établissement ? On voit bien qu'il y a une majorité de réponses oui, et surtout entre 7 et 10, ça veut dire que oui, ils seraient vraiment influencés pour faire un choix sur un établissement qui a ce type d'accompagnement. Ce qui est très étonnant, c'est que même ceux qui n'étaient pas stressés et qui n'en voyaient pas forcément l'intérêt, ils étaient 3, tous, quasiment, ils répondent que pour leurs proches, ils trouveraient ça bien et ils pourraient le recommander. Alors Sequoia adapté à l'endoscopie, ce que l'on a appris, c'est que l'entretien a favorisé l'accueil positif du patient à l'intervention et à l'ensemble du parcours déterminé. Ce moment a permis au patient de verbaliser ses inquiétudes, de mobiliser les ressources qu'il possède et de découvrir des outils de thérapie brève particulièrement conformes à son profil. Quand les patients sont stressés, on leur propose quelque chose et surtout on leur dit que par rapport à leur profil, il y a des choses plus adaptées qu'à d'autres. Les éléments du compte-rendu ont permis une prise en charge collective et collaborative adaptée au patient. Et la satisfaction du patient est marquée et l'influence à s'orienter dans un établissement qui propose ce service. Les résultats et des apprentissages. Le patient devient donc responsable de son parcours de soins par la maîtrise de ses fonctionnements, puisque nous communiquons en toute transparence notre analyse avec le patient. Et on rejoint un des objectifs de l'HAS dans la certification des établissements sur l'engagement et le respect du patient. Sequoia permet aussi une prise en charge globale du patient dans ses dimensions tant individuelles que systémiques, une confiance collective, une collaboration efficace pour les équipes médicales et paramédicales, ce qui rejoint un des objectifs aussi de l'HAS, qui est une équipe coordonnée, formée et qui maîtrise ses risques. Sequoia, c'est aussi un partenaire de référence en matière de formation, de suivi et d'accompagnement, qui répond aux exigences de l'établissement, du praticien, du parcours de soins et des équipes et du patient.
Nous avons un partenariat avec un institut de formation parisien qui peut vous former plus précisément sur des outils d'hypnose, de PNL et d'autres outils si cela vous intéresse. Et pour reprendre les éléments, les objectifs communs que nous avons avec les établissements, avec l'HAS sur les établissements, et qu'on voit bien là complètement défini par l'accompagnement de Sequoia, c'est les orientations stratégiques en cohérence avec le territoire, l'engagement des patients individuels et systémiques et collectifs, une gouvernance qui fait preuve de leadership, un travail en équipe et le développement des compétences, des professionnels impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance. Excusez-moi. Un établissement qui dispose d'une réponse opérationnelle adaptée, la formation de praticiens à la méthodologie, une réflexion permanente et une adaptation aux besoins. Les applications de la méthode sont sans cesse en évolution. L'expérimentation au cabinet et la collaboration avec les équipes de soins. Un déploiement sur tout le territoire, une ouverture et des partenariats jusque dans les établissements, et la formation des équipes médicales et paramédicales à la communication et à l'adaptation aux besoins des parcours de soins. Je vous remercie. Je vous remercie. Des questions particulières et peut-être que Isaac peut nous faire part de son expérience sur ce sujet en pratique parce que c'était un peu complexe le début. Oui, c'était... Alors, déjà, ça a été une rencontre fortuite lors d'un passage de Ludivine pour une autre raison. Et on en a commencé à discuter de la possibilité de réaliser des techniques complémentaires de sédation ou d'accompagnement des patients. Donc on a mis en place une petite étude il y a 15 jours, 3 semaines, où on a pris en charge des patients dans 2 jeudis consécutifs et on a fait la méthode Sequoia. En effet, les patients, quand ils sont pas stressés, ça les gêne pas de faire la méthode, mais donc vous avez vu dans les 3 cas, les patients ne se sont pas non plus plaints d'avoir été intégrés dans le parcours. Par contre, chez les patients qui sont très stressés, si le personnel d'endoscopie, du bloc d'endoscopie est préparé, on peut faire baisser très rapidement le stress. Bon, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que il existe des possibilités avec Sequoia d'utiliser d'autres techniques de sédation comme l'hypnose. Et des patients qui sont demandeurs peuvent être préparés à ce type d'intervention sous hypnose. L'expérience fut très très intéressante. Oui. Allô. Oui, je suis souvent provocateur, donc je m'en excuse, mais Isaac, que vous avez interviewé, a dû omettre de vous dire qu'on manquait de temps et de personnel dans tous les blocs d'endoscopie. Et on a la chance de disposer de 2 mg de midazolam et de 200 mg de propofol, ce qui règle le problème assez régulièrement quand on a une équipe sympathique, accueillante, rapide, avec un turnover de patients qui est extrêmement rapide. Et autant votre technique me semble très intéressante dans un contexte d'oncologie, d'obstétrique, les choses ne sont pas des actes répétés rapides comme les nôtres, autant en endoscopie, j'ai quelques doutes, permettez-moi de le dire. Oh, Alors, Fernand, avant, on va répondre à ta question. Je voudrais déjà répondre à la réflexion qui vient d'être faite. Je suis en retraite, donc je me place comme patient. J'ai fait beaucoup de coloscopie dans ma vie et je pense que vous serez d'accord avec moi. À partir de 70 ans, sous propofol, le réveil n'était pas toujours des meilleurs. J'en ai par conséquent déduit qu'il y avait quelques neurones qui y passaient. Par conséquent, moi-même, devant faire une coloscopie tous les 5 ans, et c'est Isaac qui me l'a fait, il y a 2 ans, j'ai demandé moi-même qu'elle soit faite sous hypnose. Et c'est merveilleux. J'ai même pas senti le toucher rectal. Et je n'ai même pas eu de préparation. Tu le regrettes, Fernand? Maintenant, je voudrais poser 2 questions. La première, d'où vient le mot Sequoia? Et la deuxième, qui paye cette prestation? Alors,
Alors, je vais déjà répondre à votre question. Merci. Sur... alors, là, la méthode Sequoia, l'hypnose, elle se fait durant l'entretien avant. C'est-à-dire que le patient est complètement autonome. Il n'y a pas eu d'hypnose au moment de l'endoscopie, au moment du bloc. On a travaillé sur des leviers qui peuvent permettre aux patients d'être plus détendus. Donc là, ça ne change strictement rien par rapport aux produits d'anesthésie qui sont utilisés au moins dans le cadre de l'accompagnement qu'on a fait là précisément. Après, quand les patients sont demandeurs, ce sera mené par l'anesthésiste avec une utilisation du compte-rendu qui permettra une induction beaucoup plus rapide en hypnose au besoin. Voilà. Ça, c'était pour répondre à votre question. Je voudrais aussi y répondre parce que j'ai un peu utilisé tout, l'hypnose. Effectivement, on peut faire des coloscopies sous hypnose. Comme il le dit, la coloscopie sous hypnose, c'est long, c'est compliqué. C'est pas notre pain quotidien. En revanche, ce que j'entends et ce que je vois au quotidien, moi j'ai une salle où il y a des stomatos et des ORL juste en face avec pas mal d'enfants. Et tous les 2 jours, je vois les anesthésistes infirmières, parce que c'est pas forcément c'est les autres qui sont formés pour ça, qui prennent en charge des enfants et qui leur font dans le couloir, avant d'entrer dans la salle opératoire, des petites séances d'hypnose courtes. Et je pense sincèrement que c'est une plus-value et que ça peut être appliqué à l'endoscopie, mais sous cette forme de prise en charge, le temps de rentrer dans la salle ou quelques minutes avant, plus que pour réaliser des coloscopies sous hypnose qui sont relativement, c'est des cas d'école, enfin c'est rare quoi qu'on fasse. Chronophage. Et pour, Tout dépend de la façon dont le patient est préparé, mais si le patient n'est pas préparé et qu'il ne peut pas faire une auto-hypnose juste avant l'examen, oui, c'est chronophage, mais tu peux réduire ce temps de préparation. Hein. Mais en préparation à l'anesthésie, c'est pas un délire. C'est excellent. Sincèrement, honnêtement, quand tu vois le patient stressé, tu vois le patient qui est stressé, qui arrive en salle, qui est pris en charge par les équipes qui savent comment lui parler, le stress tombe et d'une part, l'induction est beaucoup plus rapide et la consommation de propofol est moindre. Bon, on le fait quand même à mes patients, mais ça me fait pas perdre de temps. Alors, j'ai pas observé les résultats, savoir s'ils consommaient moins, ceci, cela, mais les gens sont contents. Pendant qu'ils les perfusent, des trucs. Est-ce que ce n'est pas tout simplement l'empathie d'un personnel professionnel mais on n'a jamais dit qui accueille depuis des années des patients et qui leur parle. Il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça parce que il y a des techniques comme toi en endoscopie qui te permettent d'appréhender un peu mieux ou de détendre un peu mieux les gens avec des trucs très simples. Hein. Je vois avec leur balle de tennis, leur crayon, ça leur fait du bien. C'est une forme de préparation mentale. Et comment c'est financé pour répondre à la question de Dr Vicari? Ça l'est pas. On peut mettre en place des partenariats avec des établissements de santé. Les établissements peuvent mettre en place un partenariat avec Sequoia et les consultations peuvent être prises en charge par l'établissement, soit en totalité, soit en partie. On a actuellement un partenariat avec un prestataire de santé qui suit les patients à domicile et qui prend en charge les consultations qui prend sur sa marge nette, clairement, pour accompagner les patients à être mieux, à la fois par le praticien, par les équipes de soins en interne à l'hôpital, comme en ville, par les équipes du prestataire de santé. Et je pense que sur le déploiement, on peut aussi imaginer des partenariats avec les établissements de santé. Je voudrais revenir sur l'intervention de Bernard, par rapport à l'hypnose, la coloscopie sous hypnose. Étant dans le même cas que Fernand, je crois même que c'était ta première colo sous hypnose que tu faisais, ta deuxième, ok. J'ai vécu ça, franchement, c'était le top. Et quand on parlait tout à l'heure des contrôles colo, etc., moi, il y aurait pas... J'avais pris Ximepeg pourtant, mais il n'y aurait pas la préparation, je ferais une colo par semaine, parce que... franchement, c'était hyper agréable. Très, très agréable. Mais vous pouvez faire de l'hypnose sans faire de colo. Oui. C'est aussi efficace. Bonne réponse. Très bien. Super. Par contre, effectivement, c'est énormément chronophage pour l'anesthésiste.
Parce qu'il y a un entretien avant qui est long. Il faudrait 2 anesthésistes et 2 salles. Voilà. C'est l'avantage de Parce que ça Sequoia. bloque la salle pendant. Ben oui, mais il faudrait 2 salles et 2 anesthésistes. Ça, je suis d'accord, c'est... Et les éléments qu'on met dans le compte rendu, en fait, permettent justement que cet entretien avec l'anesthésiste soit raccourci, parce que en hypnose, on utilise des systèmes d'induction pour mettre le patient en état de conscience modifié. Et ces leviers-là, ils sont écrits dans le compte-rendu. Donc l'anesthésiste qui est formé, il n'a pas besoin de vous poser beaucoup de questions. Il sait exactement comment vous accompagner rapidement. Et en plus, le patient est préparé à l'avance, donc il sait très bien ce qu'il va choisir comme lieu, comme moyen de se détendre. Donc on facilite et on accélère vraiment ce processus-là. Oui, d'un point de vue pratique, moi, ma colo, ça a été un voyage en Corse. Vraiment, ça a été formidable. Il faisait très beau. Pardon ? Ben, malheureusement, non. Docteur Vicari, un micro. Peut-être en attendant qu'on a Fernand, Patrick Lévy. Juste une petite expérience personnelle qui peut être utile. On utilise au cabinet l'hypnose virtuelle. On a publié, là, il n'y a pas longtemps, nos anesthésistes ont publié là-dessus. Il y a des gens qui arrivent tétanisés chez l'anesthésiste pour la visite pré-anesthésique, qui sont des gens extrêmement stressés, qui vont être difficiles à piquer, tout va être très compliqué. À ce moment-là, ils sont mis dans un circuit à part, ils arrivent 20 minutes avant, ils sont allongés, ils ont un casque virtuel, ils choisissent absolument n'importe quoi. Et je peux te dire que c'est merveilleux. Ça fait pas perdre de temps parce que les gens arrivent un petit peu avant. C'est pas une colo sous hypnose, c'est complètement différent, mais ça permet de trier des gens complètement hyper anxieux qui ne gardent qu'un souvenir merveilleux de cette anesthésie et qui savent à peine qu'on les a piqués le moment où l'anesthésiste induit son anesthésie. Mais tout à fait raison. C'est des méthodes complémentaires. C'est justement ce que je voulais dire dans la clinique autre que celle où tu travailles, à la Polyclinique Gentilly, ils utilisent la réalité virtuelle. Ce qu'il y a, c'est que le matériel coûte cher, 15 000 €. Le casque, oui. Nous, on a un casque aussi en salle de réveil à côté de l'endoscopie. On peut l'utiliser, oui. Et c'est préférable de l'utiliser avec certains profils de patients. Voilà, les patients qui ont un canal visuel, par exemple, ce sera très très efficace. Et le canal visuel, c'est un peu plus de 60% de la population. Donc c'est pour ça que majoritairement, c'est une chose qui marche, le casque virtuel. Ça sent la production du Craig, ça a programmé sur le sujet. Parce qu'il y a moyen de faire une production de bandes qui détend. En fait, c'est la prise en charge humaine un peu. C'est le non médical rentre bien dans les établissements de soins pour faire le rôle de ceux qui avaient de l'empathie au préalable, mieux prendre en charge, être gentil, détendre les gens. Une sorte de marketing. D'autres questions? Monsieur Bonneau, on clôt cette deuxième journée est close. Et tout Merci le monde, à tous. Merci. Tu veux faire une annonce, Guillaume, pour le